Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques astuces pour accélérer la labellisation de vos jeux de données d'images. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème difficile et qu'il y a plein de façons pour accélérer ça et pour que ce soit un petit peu moins pénible. Donc, la télécommande va marcher. Oui, non, je ne sais pas. C'est pour ça que j'aime les ordinateurs. Une petite slide pour vous parler de qui je suis, même si ça a été introduit il y a un instant. Donc, depuis un peu plus d'un an, je suis freelance actuellement, spécialiste en intelligence artificielle et en particulier sur des sujets de computer vision, donc tout ce qui a trait aux images, aux vidéos, etc. J'ai un peu plus de 12 ans d'expérience maintenant. La moitié de mon expérience, en gros, elle vient du milieu académique, donc le milieu universitaire. J'ai fait pas mal de recherches avant finalement d'aller dans le privé et de travailler sur des projets d'intelligence artificielle concrets, surtout sur des données industrielles, tabulaires, images et un peu de texte aussi. Si vous avez des difficultés à définir une roadmap, si vous avez des cas d'usage d'IA qui sont très difficiles, que vous ne savez pas comment prendre, ou que vous voulez travailler sur des sujets de R&D avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc je vais commencer l'exposé maintenant avec une slide qui n'est pas super réjouissante, mais probablement que beaucoup d'entre vous connaissez ce chiffre. 80% des projets d'intelligence artificielle échouent. Et oui, bon. Pourquoi ces projets d'intelligence artificielle échouent? Il y a énormément de raisons. Il y a des raisons purement humaines, des raisons de management, des raisons techniques. Mais si on se concentre sur des raisons plutôt techniques, il y a beaucoup de sources d'échecs qui viennent de la donnée. Donc, par exemple, la collecte de données, elle peut être très compliquée parce que les données sont silotées, elles sont difficiles d'accès du coup, elles sont de mauvaise qualité, elles sont trop petites en volume. Donc, il y a plein de raisons par rapport aux données. Il y a des raisons par rapport au déploiement, parce que le déploiement, c'est quelque chose de très technique, de très complexe, et aussi, on en discute beaucoup trop tard dans le projet sous prétexte que ça arrive au bout de la chaîne, mais en réalité, le déploiement, il faut en parler dès le début. Et mon focus du jour, ça va être le labeling, donc la labellisation des données. Ok. Donc le plan de la présentation pour discuter de ce sujet-là, ça va être continuer de placer quelques éléments de contexte pour vous. Et ensuite, on va parler de plusieurs techniques, plusieurs astuces pour accélérer la labellisation des images, avec un focus sur des modèles d'IA relativement récents qui vont combiner texte et images, qui sont un vrai game changer dans l'accélération de la labellisation. Ok, donc pour ceux qui s'y connaissent pas trop en labellisation de tout court et en labellisation d'images en particulier, qu'est-ce que c'est que labelliser, étiqueter, annoter une image? Donc c'est un travail qui est très souvent manuel, donc chronophage et pénible, et où on va assigner un label à un échantillon d'images. Donc très concrètement, je vous ai mis ici 3 tâches qui sont très répandues en computer vision. Donc on commence par la classification. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour labelliser une image dans une problématique de classification? On a notre image ici et on a une liste prédéfinie de classes et on doit sélectionner la classe qui convient. Donc ici, c'est un chien. Ok. Maintenant, pour la détection d'objets, on va un petit peu plus loin. On cherche aussi à localiser plusieurs chiens dans une image, par exemple. Donc, sur cette image d'exemple, ça consiste en dessiner un rectangle autour du petit chien et à mettre la catégorie chien. Donc, toujours dans une liste prédéfinie, comme pour la classification. La segmentation, c'est encore un niveau au-dessus. On n'a pas juste un rectangle autour de l'objet d'intérêt, on va avoir carrément les frontières de l'objet qui doivent être tracées. Donc imaginez-vous, vous passez un coup de pinceau un peu comme sur Paint sur l'objet qui vous intéresse en suivant bien les contours, ou alors vous tracez des polygones autour de cet objet qui vous intéresse. Donc c'est très chronophage. Et donc imaginez que vous faites ça sur des centaines d'images, sur des milliers d'images, sur plein de catégories. Et ben voilà, c'est assez pénible. Donc, si on va encore plus loin sur pourquoi c'est pénible, la labellisation, donc
Dans les projets très concrets, si on parle un peu business, souvent les personnes qui vont lancer des projets d'IA dans les entreprises ne sont pas forcément des profils techniques. On va avoir des personnes qui ne sont pas forcément acculturées au sujet d'intelligence artificielle, au fait qu'on a besoin de beaucoup de données de qualité et au fait que ces données doivent être labellisées, surtout si on fait des modèles qui sont supervisés, donc qui ont vraiment besoin de données avec des labels à côté. Donc si cette étape est méconnue par les personnes qui lancent ces projets-là, elle ne va pas être anticipée, donc les coûts ils vont pas être anticipés non plus, et le temps à passer là-dessus va pas être anticipé non plus, et ça peut mener à l'échec d'un projet. Donc ensuite, on peut aussi avoir des projets de labellisation qui sont difficiles, et c'est complètement lié à la nature de la donnée. Si on a un phénomène qui est très rare à observer sur nos données, ben, s'il est rare, on ne va pas le labelliser souvent, il va pas être présent. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir un petit peu plus à la stratégie de modélisation et pas faire un truc supervisé, très classique, où on a besoin de plein de données labellisées, il faut penser à autre chose. Enfin, un grand problème dans les projets de labellisation, surtout si on travaille sur des sujets très spécifiques et très pointus, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'expertise pour faire cette labellisation correctement. C'est pas n'importe qui doit labelliser des images médicales, il faut quelqu'un qui s'y connaisse, par exemple. Donc cette expertise-là, ça implique que vous allez avoir par exemple des médecins ou des radiologues qui vont devoir prendre du temps et ne pas faire leur métier de base et passer énormément de temps à labelliser ces images-là. Donc, il faut avoir envie d'investir ce temps-là et cet argent-là. Donc, vous pouvez aussi vous dire, ben, ok, je vais sous-traiter la labellisation, mais dans ce cas-là, il faut vraiment être très attentif dans la gestion de ce projet-là, avoir un cahier des charges très clair, et aussi vraiment veiller au grain pour que les choses se passent bien et que les labelliseurs aient l'expertise suffisante pour votre projet. Le dernier point, c'est la super transition sur la slide d'après. Il faut utiliser de bons outils pour faire un projet de labellisation d'images. Donc, très souvent, ce que j'ai vu en entreprise, c'est que soit on a un outil fait maison, dans le meilleur des cas, mais sinon, on va avoir des feuilles Excel qui se baladent partout, qui ne sont pas partagées de façon, qui sont pas synchronisées automatiquement. On va avoir des dossiers avec des fichiers dedans. Ça va être un petit peu bordélique, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des outils qui sont là pour ça. Il y a des interfaces de labellisation qui existent. Il y a plein d'entreprises qui existent, dont c'est le business. Mais là, je vous donne deux exemples de deux outils de labellisation qui sont open source, qui sont gratuits. Donc Label Studio et Cevat. Donc ça va vraiment permettre un travail collaboratif efficace, ça va être ergonomique, il va y avoir vraiment beaucoup de points positifs à switcher et utiliser ce genre d'interface-là. Ok. Donc maintenant, comme dans tout, pour la labellisation, il faut avoir une bonne méthode de travail et il faut avoir surtout une bonne méthodologie de review. C'est comme pour le code, quand on push du code, on le review après. Donc là, pour la labellisation, c'est pareil, on fait une labellisation et il faut qu'elle soit reviewée. Donc, autant que faire se peut, il faut avoir ce process de review par une deuxième personne après celle qui a labellisé. Aussi, quelque chose qui est vraiment très positif que j'ai observé, c'est faire des stats de façon très régulière sur ce qui est labellisé. Donc, par exemple, on peut se dire, ok, toutes les 2 semaines, les data scientists ils vont avoir une réunion avec les personnes qui labellisent. On montre un petit bar chart avec le nombre d'occurrences de chaque catégorie. Donc on a une réelle vision sur la distribution de nos données labellisées. Ça nous permet de statuer sur est-ce que la distribution de nos données labellisées est cohérente. Est-ce qu'on a finalement suffisamment de données labellisées? On peut s'arrêter là et commencer à entraîner un modèle. Donc faire ces stats-là, c'est vraiment bénéfique. Ensuite, justement, il faut considérer la labellisation comme un travail d'équipe entre les gens qui labellisent et les équipes plus techniques. On peut leur montrer des vises comme celle que je vous ai représentée ici, avec ce nuage de points. Il faut imaginer que ce nuage de points, chaque couleur représente une catégorie à labelliser. Chaque point
dans ce nuage de points, c'est par exemple un petit rectangle avec les petits chiens que je vous ai montrés, représentés en 2D, donc avec la dimension réduite. Et donc, vous voyez tous ces clusters-là, et vous pouvez bien débattre avec les gens face à vous et dire, OK, dans ce cluster-là, il est à dominante rose, mais il y a quelques points bleus, donc potentiellement, ça, c'est des erreurs de labellisation. Aussi, parfois, vous pouvez avoir une grosse patate qui est bicolore. C'est une façon de communiquer avec les personnes face à vous et de leur dire, peut-être que ces deux catégories-là, il faut les fusionner. Donc faire toutes ces data vises pendant la labellisation, ça aide vraiment à débattre sur qu'est-ce qu'il faut faire sur les catégories qu'on a définies pour nos données. Ok, on va commencer tout doucement à parler un peu plus modélisation. Donc là, je vais partager avec vous juste quelques conseils très généraux. Le premier, c'est parfois, pour se faciliter la labellisation, on peut accéder à des métadonnées qui vont bien nous rendre service. Si je vous donne un exemple très concret, imaginez que vous avez une problématique de détection de défauts sur des images. Souvent, vous allez avoir des techniciens qui auront rédigé des rapports où ils vont lister tous les défauts qui sont présents sur ces images-là. Donc, si vous traitez ces rapports-là et que vous réussissez à récupérer correctement cette information, c'est toujours une façon de rendre votre projet de labellisation un peu plus facile. Le deuxième point que je vous ai mis ici, j'espère qu'il est connu par la majorité d'entre vous si vous avez des profils techniques, mais je vais le dire quand même. En computer vision, une des approches dominantes, c'est le deep learning, et donc, sauf dans des cas très spécifiques, il ne faut pas entraîner un modèle from scratch. Il faut utiliser les modèles open source pré-entraînés et les adapter à vos données. Si vous faites ça, vous avez besoin de moins de données labellisées pour entraîner votre modèle, et c'est un point positif, et c'est plus écologique aussi. Donc le troisième point, c'est aussi un point qui est assez évident. Une fois que vous avez une portion de données labellisées, il ne faut pas hésiter à faire de la data augmentation. Donc c'est des transformations assez basiques à appliquer à vos images labellisées pour artificiellement augmenter son volume. Ok. Donc maintenant, on a ici sur cette slide, je vous partage 3 familles d'approches qui sont vraiment utiles pour accélérer les projets de labellisation ou utiliser moins de données labellisées pour entraîner votre modèle. Donc la première famille de méthodes à gauche, c'est penser à utiliser des approches faiblement supervisées, tout simplement. Donc on a tendance à se ruer sur des approches supervisées classiques parce qu'elles sont quasiment sur l'étagère. Vous prenez les poids d'un modèle open source, après vous lancez un fine-tuning ou un transfer learning, vous êtes content, mais pensez à avoir d'autres stratégies de modélisation, peut-être un peu moins répandues. Regardez qu'est-ce qui existe en faiblement supervisé pour votre cas d'usage. Donc, par exemple, très concrètement, si vous devez faire de la détection d'anomalies sur vos images, dans certaines situations, vous pouvez avoir des approches où il suffit d'avoir une centaine d'images qui n'ont pas de défaut et obtenir du coup un modèle qui va bien marcher. Vous n'êtes pas obligé forcément de vous coltiner de la labellisation de plein de défauts. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal dans certaines situations. Ensuite, on a les approches d'active learning, où de manière très haut niveau, le principe, c'est ok, j'ai un petit volume de données labellisées, je vais entraîner un premier modèle dessus. Ce premier modèle, il va être naze, il ne va pas avoir de bonne performance, mais je vais quand même l'appliquer au reste de mes données et récupérer ce qu'on appelle des scores d'incertitude de ce modèle-là. Et comme ça, je vais prioriser les échantillons de données où le modèle est le moins sûr de lui. Si on fait cette priorisation et qu'on labellise en premier les échantillons les plus difficiles, entre guillemets, on atteint plus vite des bonnes performances, théoriquement.
Et du coup, on maîtrise un petit peu mieux son budget de labellisation et son temps. Donc voilà, en gros, l'idée derrière les approches d'active learning. La troisième famille de méthodes, c'est celle sur laquelle je vais m'attarder un peu plus dans la suite de cet exposé, c'est les modèles qui vont combiner images et texte. Donc c'est hyper utile d'avoir cette combinaison image et texte pour plein de situations, de détection d'objets, de segmentation, de reconnaissance de caractères, etc. Et souvent, les modèles qui combinent image et texte sont de grande taille, enfin ceux qui sont vraiment performants, mais il y a un gros effort pour en avoir qui sont de plus petite taille, et ça je voulais vraiment le saluer. Donc, mais si vous êtes dans la situation où c'est un modèle qui est de très grosse taille, qui combine image et texte, qui va marcher pour détecter certains objets dans votre image, ça va être difficile de le mettre en production. Ça dépend de l'infrastructure que vous utilisez pour faire la mise en production. Mais souvent, mes clients, ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas utiliser ces Vision Language Models en production directement. Donc, vous pouvez utiliser ces Vision Language Models pour produire votre dataset labellisé et ensuite entraîner un modèle de plus petite taille. Et donc ça, c'est un peu le concept de la model distillation. Ok, ça va être plus clair dans la suite. Maintenant, là, je vais vous raconter l'histoire de comment je suis tombée dans ces modèles qui combinent image et texte. Donc c'est vraiment une histoire d'amour, c'est très personnel. Tout a commencé avec mon petit chéri, avec Sam. Donc Sam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Segment Anything Model développé par Meta. Donc il y a même le SAM version 2 qui est sorti il y a quelques mois. Et donc SAM, c'était vraiment une révolution. C'est un modèle foundational qui a vraiment fait bousculer beaucoup de choses. Et donc on a l'image du petit chien. Pour segmenter le petit chien, il suffit soit de mettre un clic, donc le petit point bleu que je vous ai représenté ici, ou de mettre un rectangle autour pour obtenir les frontières du petit chien. Donc ça, c'était vraiment positif. Toutes les interfaces de labellisation se sont précipitées pour intégrer SAM dans leur workflow. Mais moi, dans ma quête de la semi-automatisation de la labellisation des images, j'étais pas satisfaite à 100%. Parce que là, je suis obligée de cliquer sur les objets ou de mettre une bounding box autour. Donc il y a toujours une intervention manuelle d'un humain, même si c'est vachement accéléré, on est d'accord. Après quelques semaines qui ont suivi, il y a eu PerSam qui est sorti. PerSam, donc Per c'est pour personnalisation. Et donc le principe très basique de PerSam, c'est d'avoir une image de référence avec l'objet qui nous intéresse, le masque de segmentation, donc les frontières de l'objet associé. Et après, PerSam va être capable, sur d'autres images, de me calculer le masque d'objets similaires par la suite. Donc sur le papier, c'est vraiment satisfaisant, j'ai qu'à mettre en entrée une image de référence et un masque que je me suis cassé la tête à faire, et ensuite c'est censé bien marcher. Mais bon, malheureusement, ça marche très bien pour des catégories comme des petits chiens ou des baskets ou des trucs comme ça, mais pour moi, les objets qui m'intéressaient, ça marchait pas très bien. Oups, pardon, hop. Hop, voilà. Ça marchait pas très bien pour mes besoins sur des données très spécifiques, un peu industrielles et un peu compliquées. Donc, le monde open source m'a rendu service encore une fois, et quelques jours après, j'ai découvert Grounded SAM. Et donc là, je suis vraiment tombée amoureuse. Et donc, avec Grounded SAM, je pouvais juste mettre une image, mettre un prompt. Donc ici, je veux détecter un chien. Et après, j'ai la détection d'objets et j'ai le masque aussi. Donc là, si on est dans une situation où, dans le vocabulaire entre guillemets de Grounded SAM, l'objet qui nous intéresse existe, là,
l'accélération de votre labellisation, elle va être fulgurante. Vous allez vraiment avoir beaucoup de chance. Mais bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment, vraiment très sympa. Donc là, c'est juste une mise en bouche où je vous parle de modèles qui combinent images et texte, mais depuis un peu plus d'1 an maintenant, on a énormément de Visual Language Models qui sont sortis. On a Pixtral de Mistral, on a toute une famille de modèles Lava, on a des modèles qui sont faits par Qwen, bon, après bien sûr il y a Clip, leur ancêtre à tous, et donc moi ce que je vous encourage à faire, c'est de regarder un petit peu tous ces Vision Language Models là, de jouer avec et de regarder si ça marche pour vos cas d'usage. Donc si je dois résumer maintenant un workflow pour semi-automatiser une labellisation d'images et ensuite entraîner un petit modèle spécialisé avec ce dataset-là. Donc en première étape, bien sûr, on collecte nos données, on est content. En deuxième étape, on expérimente différents Vision Language Models. On regarde celui qui est le meilleur fit pour notre cas d'usage. On teste aussi plusieurs prompts. Il faut vraiment pas hésiter à tester plein de choses et voir qu'est-ce qui marche pour les objets qu'on a envie de détecter ou les objets qu'on a envie de segmenter. Ensuite, on va faire de l'inférence avec le modèle, le Vision Language Model qu'on a choisi. Comme ça, on peut récupérer les métadonnées, donc les bounding box ou les masques de segmentation, et on va pouvoir les charger dans notre interface de labellisation, parce qu'elles sont vraiment bien foutues pour qu'on fasse ça, quoi. Après, vous pouvez même déployer votre modèle directement sur l'interface de labellisation et lancer l'inférence depuis l'interface directement. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Enfin, n'imaginez pas que vous allez pas avoir de review à faire, hein, parce que ces Vision Language Models, bien sûr qu'ils ne sont pas parfaits, pas du tout. Ils vous aident, ils vous accélèrent la labellisation, mais ils vont pas mâcher tout le travail. Donc il va vraiment falloir faire une review aussi. Il va y avoir des objets qui seront manquants, il y aura des bounding box qui seront peut-être trop grandes ou trop petites, donc vous allez les réajuster. Vous allez avoir des catégories qui vont pas être bonnes. Mais néanmoins, vous avez vraiment une accélération et après vous allez avoir un joli dataset et vous pourrez entraîner un petit modèle spécialisé que vous pourrez déployer sereinement. Donc en conclusion, je vous recommande vraiment de bien penser vos projets de labellisation à l'avenir, de bien regarder votre stratégie de modélisation. Est-ce que le faiblement supervisé va marcher? Ou est-ce qu'un Vision Language Model peut m'aider? Et utiliser des interfaces de labellisation. Et pour finir, un petit mot d'un client à moi qui est très content, qui a utilisé le workflow que je vous ai montré et qui ont gagné 40% quasiment de temps sur la labellisation par rapport à un projet de labellisation complètement manuel équivalent. Donc voilà, merci à vous. Donc merci beaucoup Sonia, je pense que ça va nous simplifier la vie ce process. Si ça marche. Oui. Alors on a juste le temps pour une question rapide et puis après si vous avez d'autres questions vous pourrez les poser à la pause café. Quelqu'un pour une question? Oui. Oui, bonjour, merci. Merci. Donc là, c'était principalement des images RGB, j'imagine. Oui. Moi, je travaille beaucoup avec des films infrarouges. Bon, ça reste des pixels, mais est-ce que ça peut avoir de bons résultats aussi? Alors personnellement, j'ai pas récemment travaillé sur ce type de données-là. Moi, ce que je vais te tutoyer. Ce que je peux te conseiller de faire, c'est de regarder s'il n'y a pas des modèles préentraînés sur une majorité de données infrarouges et voir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui est disponible. Mais ça demande une petite réflexion, une petite vérification. Donc, j'ai pas la réponse à ta question, très honnêtement. Mais je pense qu'il doit y avoir des choses. Il faut chercher. Eh bien, encore une fois, merci Sonia. Merci à vous.